Commençons par montrer que trace de AB égale trace de BA pour A et B, n'importe quelle matrice carrée de taille n. Par définition, la trace d'une matrice, c'est la somme de ses éléments diagonaux. Donc la somme de I égale 1 à n du coefficient numéro II de la matrice A fois B. Alors rappelons que si on fait un produit matriciel, A multiplié par B, l'élément numéro IJ de la matrice AB, par définition, c'est la somme de L égale 1 à n de AIL BLJ. Donc si on remplace ici dans la formule de la trace, on obtient que la trace de AB, c'est la somme de I égale 1 à n du coefficient AB numéro II. Donc là, on est dans le cas J égale I. Et donc, on a la somme de L égale 1 à n de AIL BLI. Alors, on peut permuter les deux sommes. C'est donc la somme de L égale 1 à n de la somme de I égale 1 à n de AIL BLI, que je peux réécrire comme ça, puisque les coefficients des deux matrices sont des nombres réels. On a en fait aussi BLI fois AIL. Alors, on reconnaît ici le coefficient numéro LL de la matrice B fois A. Et on a donc la somme de L égale 1 à n du coefficient diagonal numéro L de la matrice BA, ce qui est exactement la trace de BA. Alors on va utiliser cette formule, trace de AB égale trace de BA, pour regarder ce qui se passe lorsqu'on fait un changement de base. Alors supposons que la matrice M soit la matrice d'un endomorphisme F dans la base E, et que la matrice M' soit la matrice de F dans la base E'. Alors, on sait que les matrices M et M' sont semblables. On a la relation M égale P, M', P-1, où la matrice P, c'est en fait la matrice de passage de la base E à la base E'. Donc la trace de M, c'est la trace de P, M', P-1. Alors attention, on ne peut pas changer n'importe comment l'ordre des matrices à l'intérieur de la trace. Il faut vraiment avoir une formule de la forme A fois B et ici B fois A. Alors, par exemple, ici, on va dire que la matrice A, c'est la matrice Pm' et la matrice B, c'est la matrice P-1. Et donc, trace de Pm', P-1, c'est trace de P-1 fois Pm'. Mais ici, on reconnaît P-1 fois P, qui est donc l'identité. Et l'identité fois M', c'est M'. Et donc, on obtient que c'est égal à trace de M'. On vient de voir que la trace est invariante par changement de base et on peut donc bien définir la trace d'un endomorphisme. C'est en fait la trace de cet endomorphisme dans n'importe quelle base. Alors prenons par exemple petit e, une base de E, et on va noter A, la matrice de F dans la base E, et B, la matrice de G dans la base E. Alors, la matrice de F rond G moins G rond F dans la base E, c'est A fois B, puisque la matrice de la composée, c'est le produit des matrices, A fois B moins B fois A. Et par définition, la trace de F rond G moins G rond F, c'est la trace de n'importe quelle matrice représentant cet endomorphisme, et c'est donc la trace de AB moins BA. Alors, on ne l'a pas montré, mais c'est facile de voir sur la formule qui donne la trace
que la trace d'une somme de matrices, c'est la somme des traces. Et on a donc ici trace de AB moins trace de BA. Et d'après ce qu'on vient de montrer, c'est égal à 0. On vient de montrer que la trace vérifiait certaines propriétés. Alors la trace, c'est une application qui part de Mn de R, qui a une matrice de taille, carré de taille n associée à un nombre réel. On a dit qu'elle était linéaire et on a montré qu'elle vérifiait pour tout A et B trace de AB égale trace de BA. Et on va montrer ici qu'en fait, c'est quasiment la seule application de Mn de R dans R à vérifier ces propriétés. C'est-à-dire que si phi est également linéaire et vérifie aussi phi de AB égale phi de BA pour tout A et B, alors c'est la trace à une constante multiplicative près. Pour montrer ça, on va d'abord avoir besoin d'introduire les matrices élémentaires qu'on note E indice IJ. C'est une matrice carrée de taille n dont tous les coefficients sont nuls, sauf le coefficient situé sur la ligne numéro I à la colonne numéro J, qui est égal à 1. Alors, ces matrices sont intéressantes pour la raison suivante. Si on prend A, une matrice carrée de taille n, qu'on peut donc écrire avec ses coefficients, A1, 1, etc., A1n jusqu'à AN1, ANN, on peut aussi la décomposer de la façon suivante. C'est en fait la somme de la matrice n'ayant que le coefficient A11 en haut à gauche et ensuite que des zéros. Ensuite, on ajoute la matrice qui n'a que le coefficient A12 non nul. Etc. Jusqu'à arriver au dernier coefficient en bas à droite, où il n'y a donc que des zéros jusqu'à ANN. Et on s'aperçoit que cette matrice-là, c'est en fait A11 fois la matrice élémentaire d'indice 1, 1. Celle-là, c'est A12 fois la matrice élémentaire d'indice 1, 2, etc. Et en fait, la matrice A s'écrit comme la somme pour I et J allant de 1 à N des AIJ, EIJ. Et cette décomposition est unique puisque les AIJ sont exactement les coefficients de la matrice A. Ce qu'on vient de montrer, c'est que les EIJ forment une base à n carré éléments de l'espace vectoriel Mn de R. Ce que ça signifie, c'est que si on a une application linéaire qui est définie sur Mn de R, pour la connaître, il suffit de la connaître sur les éléments de la base, c'est-à-dire sur les EIJ. Et on aura donc phi de A, qui est phi de la somme pour I et J allant de 1 à N des AIJ, EIJ, qui est égal, puisque phi est linéaire, à la somme de I et J allant de 1 à N des AIJ, phi de EIJ. Et on va maintenant utiliser l'hypothèse de l'énoncé pour déterminer les phi de EIJ. On va maintenant appliquer l'hypothèse phi de AB égale phi de BA pour tout A et B aux matrices A et B suivantes. A sera EI1 et B sera E1J, où les EIJ sont les matrices élémentaires introduites précédemment. Alors, on va avoir besoin de calculer le produit de matrice dans les deux sens. EI1 fois E1J, donc c'est le produit de la matrice qui n'a que des zéros sauf un 1 à la ligne numéro I et la colonne numéro 1. Et E1J, c'est la matrice qui n'a que des zéros sauf un 1
à la ligne numéro 1, colonne numéro J. Alors faisons le produit des deux matrices. On obtient ici la ligne est constituée uniquement de 0 et la première colonne n'est constituée que de 0, donc on obtient un 0. Même chose ici, de toute façon on va multiplier à chaque fois un vecteur colonne par une ligne nulle, donc on aura toujours 0. Et on va faire la même chose pour toutes les lignes jusqu'à la i-1e. Et il va se passer exactement la même chose à partir de la ligne numéro i plus 1. On n'aura de nouveau que des lignes nulles. Et regardons maintenant ce qui se passe à la ligne numéro i. On a 1 fois 0, etc., ça fait 0. Plus 1 fois 0, plus 0 fois 0, etc., 0. Et la seule colonne où on aura quelque chose de différent, c'est la numéro j. On aura 1 fois 1, plus 0 fois 0, etc. Donc on aura un 1. Et puis ensuite, on n'aura de nouveau que des 0. Donc on vient de montrer que EI1 fois E1J, c'est la matrice qui n'a comme coefficient que des 0 sauf un 1 à la ligne I colonne numéro J, c'est-à-dire que c'est exactement la matrice E indice IJ. Faisons maintenant le produit dans l'autre sens, E1J fois EI1. Donc même chose, ici dans la matrice de gauche, toutes les lignes à partir de la ligne numéro 2 sont nulles. Donc quand on va les multiplier ici par les vecteurs colonnes, on va toujours trouver des lignes nulles. Donc en fait, à partir de la ligne numéro 2, tous les coefficients sont égaux à 0. Et pour la ligne numéro 1, regardons ce qui se passe. Ici, on va laisser pour l'instant de côté le coefficient qui est en haut à gauche et regarder tous les autres. Pour tous les autres, ici, les colonnes sont nulles. Donc, quand on les multiplie par n'importe quelle ligne, on va toujours trouver 0. Et finalement, tous les coefficients sont nuls, sauf éventuellement celui qui est en haut à gauche. Alors, regardons ce qu'on obtient ici. Ici, on obtient 0 fois 0 plus, etc. Et si le 1 est ici à la même place, on obtiendra 1. Sinon, on obtiendra 0. Donc, ici, on a en fait ou bien 0 si j est différent de i, ou bien 1 si j égale i. Et on obtient donc que cette matrice, c'est ou bien la matrice nulle, si i est différent de j, ou bien si i égale j. À ce moment-là, on a une matrice avec que des 0 sauf un 1 en haut à gauche. C'est donc la matrice E indice 1, 1. Donc cela permet de vérifier sur un exemple que les matrices ne commutent pas. Ici, on a pris les deux mêmes matrices, on a fait le produit dans des sens différents, on n'obtient pas le même résultat. Alors, appliquons ça à notre exercice. On cherche phi de EIJ. C'est donc phi de EI1, E1J. Mais par hypothèse sur phi, c'est phi de E1J, EI1. C'est donc phi de la matrice qu'on a obtenue ici. Alors, c'est phi de 0 si i est différent de j, et c'est phi de E11 si i égale j. Comme phi est une application linéaire, phi de 0 égale 0. Et là, on va poser, donc phi de E11, c'est un nombre réel, on va poser petit c égale phi de E11. Maintenant, revenons à l'expression qu'on avait. Pour n'importe quelle matrice A qu'on pouvait donc écrire avec ses coefficients A et J, phi de A, c'était en fait somme pour I et J allant de 1 à n des A, I, J, phi de E, I, J. Et on vient de calculer phi de E, I, J. Alors, si I est différent de J, c'est 0. Donc, en fait, dans la somme, il ne reste que les cas I égale J. Donc, c'est la somme pour I égale 1 à n des A, I, I, phi de E, I, I.
Phi de EII, donc phi de EIJ avec J égale I, on est dans ce cas-là, c'est égal à petit c. C'est donc égal à petit c qu'on peut sortir de la somme fois la somme de I égale 1 à n des AII. On reconnaît ici la somme des coefficients de A sur la diagonale, c'est-à-dire C fois la trace de A.